Oui, déjà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je tenais à commencer en disant que je rejoignais beaucoup de choses qui ont été dites, notamment de Joël Bordet à côté de moi. Nous, à l'UNEF Renouveau Syndical, on souhaite aussi justement que la jeunesse soit actrice, soit aussi composée donc d'acteurs politiques sur tout le territoire. Mais encore faut-il pouvoir définir la jeunesse. Ça peut être cette définition un peu éthérée. On en parlait tout à l'heure avec un ami de la jeunesse, parfois, souvent, même des quartiers populaires, qui est décrié, qui est entre 14 et 44 ans en fonction de ce qu'ils font. Et nous, c'est pour ça qu'on préfère poser un cadre dans mon syndicat pour définir concrètement ce qu'est la jeunesse. Donc, nous, on considère la jeunesse, notamment la jeunesse en formation, comme étant tout simplement des personnes ayant fini une formation dans le secondaire et en formation, que ce soit en BUT, en DUT, en BTS, en CPGE, à l'université, peu importe la formation, entre la fin des secondaires et le premier emploi stable. C'est-à-dire pas uniquement à la fin des études, mais le premier emploi stable. Parce qu'à partir de ce moment-là où on sort du lycée, on reste dans une situation tout de même de précarité sociale et d'instabilité certaine. Et souvent d'ailleurs, on est majeur légalement, mais mineur socialement. Encore une fois, les droits de bourse sont calculés en fonction du revenu fiscal de nos parents. On est jugé justement en fonction de la zone géographique dont sont issus nos parents et pas forcément de la zone d'où on a emménagé, et ainsi de suite. Donc cette particularité qui est très spéciale, et c'est pour ça qu'avant de commencer, je voulais bien définir le terme de ce que j'entendais par jeunesse, qui va être central par la suite. Donc nous, on se concentre particulièrement sur la jeunesse en formation, donc les étudiants, à peu près 3 millions de personnes en France. Il y a actuellement 3500 établissements, qui soient publics ou privés en France, dont 75 universités, qui sont dispatchés sur tout le territoire. Et en fonction justement du territoire, il y a des problématiques qui sont différentes. La jeunesse dans les milieux urbains n'aura pas les mêmes problématiques que celles issues du périurbain, qu'on appelle souvent directement les banlieues, donc au banc du lieu principal, parce qu'évidemment, l'urbain est la zone principale d'où on va juger celles et ceux qui sont issus de banlieues, mais également de régions, qu'on appelle vulgairement province. Donc dans les milieux un peu plus ruraux. Et enfin, une jeunesse qu'on ne mentionne pas suffisamment, c'est aussi celle d'outre-mer. Celle d'outre-mer qui rencontre énormément de difficultés qui sont propres en fonction évidemment qu'on vienne de Réunion, de Martinique, de Guyane, de Guadeloupe, mais qui se croisent tout de même de par leur caractère géographique, donc leur caractère insulaire. Donc ça, ce sont les premiers points. Donc déjà une base, le problème actuellement dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, c'est que les plus grands établissements sont concentrés dans les métropoles, les plus grandes villes. À partir de là, on crée une fracture territoriale dans tout simplement le droit à la poursuite d'études. On peut voir notamment que la principale raison de mobilité pour les jeunes de 18 ans de milieux ruraux, pour 93% d'entre eux qui se déplacent dans une ville, c'est pour la formation, qu'elle soit universitaire ou autre, mais souvent c'est pour la formation, pour devenir étudiant. Le départ sert justement à se former. Mais donc, et c'est ce que disait justement la collègue tout à l'heure, Clotilde Garnier, souvent justement quand tu parles du milieu rural, c'est pour te former à l'université ou dans un établissement, mais l'objectif en fait, c'est de pouvoir rester chez soi et de se former chez soi. Le problème aujourd'hui, c'est que depuis la loi de 91 et le plan université 2000, on a mis en place une fracture territoriale qui est énorme. Les parcours de cycle de formation courts, que sont les BTS, les DUT, les formations donc dans les lycées ou les IUT, sont enclavés dans les milieux ruraux ou les petites villes. À l'inverse, pour l'université, pour les classes préparatoires aux grandes écoles, pour les grandes écoles, donc pour généralement les formations les plus privilégiées, on les a concentrées dans les plus grandes villes, les plus grandes métropoles, et bien souvent d'ailleurs des métropoles très fortunées, évidemment Paris, Marseille ou encore Lyon. Et à partir de là, en fait, tu crées une fracture territoriale qui ne permet pas justement à toutes celles et ceux qui souhaitent poursuivre leurs études de pouvoir poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Parce que si tu habites à Paris, peu importe d'ailleurs ton revenu social, tu as forcément beaucoup plus de chances d'intégrer une grande école ou d'intégrer une université que si tu es issu de la Creuse, de Clermont ou d'un milieu rural très enclavé. Donc il y a quand même deux choses à prendre en compte.
il y a deux acteurs, deux idées qui s'articulent. C'est d'une part la différence géographique donc dans l'offre de formation, je viens d'en parler à l'instant, mais également les déterminants géographiques et sociaux des trajectoires d'études. Donc, lorsqu'on remarque dans le milieu urbain, la majorité des lycéens qui sont issus des grandes villes, les néo-bacheliers demandent pour 40% d'entre eux en premier vœu des licences. À l'inverse, pour celles et ceux issus de milieux ruraux ou de banlieue, demandent pour 34% d'entre eux en premier vœu, notamment via un mécanisme d'autocensure à cause de caractères sociaux, de caractères économiques, mais également de manque de confiance en eux, demandent une licence que pour 34% d'entre eux, ce qui fait une différence de 6 points. Par contre, et ça c'est intéressant de le noter, dans les zones rurales, on demande en premier vœu pour 35% de la population un BTS, contre 27 pour les personnes issues de grands pôles urbains. Et là, on inclut également les banlieues. Ce qui crée donc une différence, déjà de base, de 8 points. On va se tourner naturellement vers des formations moins longues, des formations qu'on peut considérer aussi comme étant moins élitistes lorsqu'on vient des pôles les plus enclavés. Et ça crée vraiment un problème d'inégalité dans la répartition des formations du supérieur sur le territoire. Enfin, pour vous en parler, moi, quand j'ai demandé justement pour poursuivre ma formation dans le supérieur, le premier rempart, ça a été évidemment le fait que je venais de banlieue, d'une ville qui s'appelle Garges-Gonesse, donc dans le 95. Déjà, il y avait deux problèmes. Le premier, c'est que, comme d'ailleurs des camarades actuellement en études de milieux ruraux, c'est qu'on avait un manque d'accès à l'information. On n'avait pas forcément la famille qui pouvait nous renseigner, on n'avait pas forcément les amis qui pouvaient nous renseigner, on n'avait pas forcément d'ailleurs les conseillers ou les conseillères d'orientation, qu'on appelait d'ailleurs conseillers ou conseillères de désorientation, qui pouvaient nous renseigner. Non, au contraire, justement, les seuls qui pouvaient être là pour nous inciter, et c'est grâce à eux justement que j'en suis arrivé là, c'était les professeurs qui nous poussaient à aller plus loin. Malheureusement, à partir du moment où lorsqu'on se renseigne pour mettre en avant son profil, écrire sa lettre de motivation et que dans le classement de l'étudiant, on apprend que son lycée, sur 2275 établissements et lycées généraux, est classé 2251e, à partir de là, on remet beaucoup de choses en question. Et évidemment, les algorithmes Parcoursup, avec évidemment les jurys qui sont libres de pouvoir mettre les critères qu'ils souhaitent pour pouvoir trier plus facilement les dossiers, et en même temps c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens humains pour trier ces dossiers, vont créer une inégalité géographique et territoriale pour l'accès aux grandes universités, aux grandes classes préparatoires aux grandes écoles, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça encore une fois qu'on augmente, c'est comme ça que, qu'on augmente la fracture. Moi je voulais aborder aussi pas mal de thèmes avec vous, je sais pas, il me reste combien de temps, ça va ? Ah, parfait. Pour évidemment, oui, la mobilité. Il y a un souci, notamment en ce qui concerne la mobilité dans les milieux ruraux, lorsqu'on essaye d'aller dans des lycées plus réputés, dans des BUT, des BTS, des DUT maintenant, ou alors des universités, c'est qu'il y a un enclavement territorial de ces milieux. En moyenne, un jeune qui poursuit ses études et qui est issu d'un milieu rural passe 2h37 par jour dans les transports. C'est 42 minutes de plus qu'un étudiant issu d'un grand pôle urbain. Plus loin même, le coût moyen d'un transport mensuel pour une personne issue d'un milieu rural, c'est 528 € contre 307 pour une personne issue d'un grand pôle urbain. À partir de ce moment-là, on a une double dynamique. Donc une dynamique évidemment matérielle où il y a une problématique de transport, mais également sociale, où en fait déjà les personnes issues des populations rurales sont plus souvent pauvres par rapport au reste de la population qui sont dans les grands pôles urbains. Il y a 2 fois moins de population de cadres dans le milieu rural que dans les grands pôles urbains. Mais en plus de ça, le coût pour se déplacer est encore plus cher. Alors on voit tout de suite les dynamiques qui se mettent en place, qui limitent justement la poursuite d'études des personnes issues de ces milieux. Nous justement, avec l'UNEF Renouveau Syndical, on a commencé à mener des projets pour penser à la chose. Ça s'appelle le van de la solidarité. On a participé à un appel à projet pour proposer une solution en Occitanie, avec notre section de Montpellier, notre section de Toulouse, pour d'une part, avec le van de la solidarité, essayer de distribuer des denrées alimentaires aux étudiants les plus précaires, mais également mettre en place des navettes avec
les villes les plus enclavées où il y a une grosse population d'étudiants qui étudient dans les universités de Montpellier ou qui étudient dans les universités de Toulouse, pour justement pallier cet enclavement et favoriser le transport entre ces villes et les universités. Le problème, c'est qu'actuellement, justement, rien à l'échelle n'est mis en place pour favoriser justement ces déplacements. Il y a également une autre chose, c'est le logement. Alors, ça, c'est un gros sujet. Le logement est le premier poste de dépense pour les étudiants. Donc c'est évidemment ce qui nous coûte le plus par mois. Évidemment, déjà, il y a le départ du concours familial qui est hyper important. C'est quitter sa famille, c'est quitter son cercle lorsqu'on veut étudier dans certaines universités. Et encore une fois, bien souvent, je parle d'université parce que les formations professionnelles sont vraiment enclavées sur les territoires ruraux. Donc il n'y a pas forcément besoin de quitter ce territoire, il y a juste un temps de trajet assez long. Par contre, pour étudier en CPGE, dans les grandes écoles ou en université, il faut souvent se déplacer et donc trouver un logement. Et le logement, c'est une dépense qui est conséquente. En fonction d'où on se place, par exemple, à Paris, 9 des 10 villes où le coût de la vie pour les étudiants est le plus élevé en France sont situées en Île-de-France. Le coût moyen de la vie pour un étudiant à Paris, c'est plus de 1 500 € mensuel. On voit justement qu'il y a une nécessité justement d'avoir une offre de logement à tarification sociale, et c'est là qu'on rentre justement les Crous pour pouvoir aider les étudiants. Mais malheureusement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et l'argent, il faut que le gouvernement alloue des fonds aux Crous, parce que c'est un service public, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, malheureusement, vu qu'il n'y a pas suffisamment de fonds, actuellement, il y a 175 000 logements Crous partout sur le territoire, pour un peu moins de 3 millions d'étudiants. C'est dérisoire. Et justement, ce qui crée encore plus de problématiques, parce qu'à partir du moment où, déjà, lorsqu'on n'est pas boursier, il est très compliqué d'avoir un logement Crous. Déjà, même quand il est boursier, c'est compliqué d'avoir un logement Crous. Mais en plus, quand on n'est pas boursier, quand on est suffisamment riche pour ne pas être boursier, mais suffisamment pauvre, tout simplement pour être pauvre, et alors il est très compliqué de pouvoir se déplacer et de poursuivre ses études, tout simplement, dans l'université souhaitée, dans la formation souhaitée, dans le lieu souhaité. Et donc, ce qui crée un gros problème, lorsqu'en Île-de-France, on a 24 000 logements à tarification sociale gérés par le Crous, et qu'on a une population étudiante avoisinant les 600 000 personnes. Et donc, là, tout de suite, il y a une fracture territoriale. Et lorsqu'on parle de fracture territoriale, elle est avant tout sociale. On parle aussi de la restauration. Ça, c'est un autre point. C'est en lien en plus avec l'actualité et le projet de ticket restaurant d'Hetzel. Donc la restauration, vous l'avez vu avec ces files interminables, notamment pendant la période Covid, des étudiants qui justement s'agglutinaient pour pouvoir récupérer un panier repas. Actuellement, c'est un étudiant sur 2 qui saute au moins un repas par jour pour cause de, tout simplement de précarité. Et c'est un quart des étudiants qui, après avoir payé toutes les charges, ont un reste à vivre mensuel de 50 € pour pouvoir se soigner, pour pouvoir se nourrir, également pour pouvoir se cultiver, se divertir. Et ça, on l'a remarqué en faisant des enquêtes justement avec l'UNFRS dans les plus grandes métropoles, ça touche particulièrement 2 types d'étudiants, enfin 3 si on élargit. Les étudiants internationaux, donc c'est une autre fracture territoriale aussi, ils viennent de l'étranger, ils n'ont pas de liens sociaux en France, mais en plus ils n'ont pas les mêmes aides que nous. Les étudiants ruraux, évidemment, qui n'ont pas forcément les parents pour pouvoir les appuyer, et les étudiants issus de certaines banlieues qui se déplacent dans d'autres métropoles pour pouvoir suivre leur formation, et qui évidemment souvent sont issus de situations, une situation sociale assez compliquée et qui doivent se débrouiller seuls. Ce qui crée donc des situations où les étudiants doivent travailler, ce qui les limite directement dans leurs études, dans la poursuite de réussite de leurs études, et qui rompt le pacte républicain méritocratique, qui au fond maintenant n'est qu'une chimère, pour permettre à toutes et tous d'avoir les mêmes chances et de réussir ses études. Et donc, la restauration, particulièrement dans le milieu rural, parce qu'il ne faut pas penser qu'aux universités, évidemment, il y a encore une fois les IUT, les écoles, il faut absolument mettre en place tout simplement des points de restauration pour les étudiants qui sont dans ces milieux ruraux, pour qu'ils puissent se nourrir avec des repas à tarification sociale. Il y a notamment un établissement sur 2 en France qui est composé par approximativement 100 étudiants ou moins, 1 sur 2. Ça nécessite énormément de moyens de pouvoir créer un point de restauration pour chacun de ces établissements en France. Ce qui a été pensé par le Crous, petit point technique, plutôt que de créer un restaurant universitaire et de dépenser
énormément d'argent alors que le gouvernement n'a pas suffisamment de budget sur chacun de ces établissements, c'est de créer des partenariats avec des restaurants locaux, ce qu'on appelle des agréments ou des conventionnements, et tout simplement que les étudiants puissent aller dans ces restaurants, manger, et qu'il y ait une formule à tarification sociale, donc à 1 euro ou 3,30 € pour pouvoir se nourrir convenablement. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la loi Lévy, qui est passée en 2023. Et donc, ça, c'est tout un travail que met en place le Crous. Et c'est un travail qu'on salue, et surtout avec le peu de personnel qu'ils ont, il y a plein de choses qui ont été mises en place, il y a eu énormément d'avancées. Et récemment, on a eu une nouvelle de Patrick Hetzel, donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a proposé, pour pallier le problème du manque de possibilités de restauration pour les étudiants en milieu rural, de mettre en place un ticket restaurant étudiant à niveau de 20 € pour les étudiants non boursiers et 40 € pour les étudiants boursiers. 20 € pour les étudiants non boursiers, ça représente 66 centimes par jour pour pouvoir se nourrir. Bon, on fait tous les courses, 66 centimes, c'est pas un paquet de pâtes. Et donc là, il y a un gros problème justement, surtout que nous, on demande la généralisation du repas à 1 € pour toutes et tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Crous, ça revient à 8 €. Donc, 2 repas par jour au coût de revient à 8 €, ce qui en fait 16 par rapport à 66 centimes. On remarque encore une fois que le gouvernement, il me reste combien de temps ? Je vais vraiment accélérer. On remarque que le gouvernement, justement, n'a pas suffisamment de moyens et crée des problématiques aussi pour les étudiants au niveau local pour pouvoir évidemment se nourrir. Mais s'ils ne peuvent pas se nourrir, ils sont obligés de travailler. S'ils travaillent en parallèle, ils vont avoir plus de chances de rater leurs études. Et ça, c'est aussi une grosse fracture territoriale. Lorsqu'il n'y a pas une grosse population étudiante, une grosse population de jeunesse en formation dans un territoire donné, il y a une impossibilité de pouvoir créer des restaurants universitaires suffisamment gros pour qu'ils puissent toutes et tous se nourrir. Et donc, ça crée de plus en plus une inégalité pour qu'ils puissent réussir leurs études. Je vais très rapidement accélérer. Pour la santé, évidemment, il y a de gros problèmes évidemment avec les déserts médicaux, mais aussi au niveau de l'université, on a mis en place ce qu'on appelle des SSE, donc des services de santé étudiants, qui sont souvent en fait implantés dans les universités. Ça, c'est super. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des gynécologues dans ces services. Sauf qu'encore une fois, ça concerne uniquement les universités. Et les universités sont enclavées dans les plus grands pôles et métropoles de formation tout simplement en France. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont issues des milieux ruraux et qui étudient encore une fois dans les IUT et des écoles qui sont enclavées? Ils ne se soignent pas. Et justement, il y a très peu de débouchés qui leur sont proposés. Et bon, là, ça va être compliqué, ça, je vais pas en parler parce que sinon, on n'aura pas le temps. Mais pour la culture et le sport aussi, nous, on a remarqué qu'il y avait un vrai désengagement et un manque de propositions de solutions culturelles et sportives, évidemment, des étudiants dans les milieux ruraux, mais également dans les milieux d'outre-mer. D'outre-mer, parce qu'il y a, lorsqu'on est assez loin des capitales, par exemple pour Saint-Denis, pour La Réunion, il y a un manque d'infrastructures, mais aussi de partenariat avec ces dernières pour que les personnes puissent faire du sport ou se cultiver, malgré les politiques qui sont mises en place, comme le passeport. Et en fait, à partir de là, encore une fois, on crée cette inégalité qui ne nous permet pas de pouvoir, contrairement aux grandes métropoles, poursuivre ses études, avoir un restaurant universitaire, un logement à tarification sociale, mais également pouvoir se cultiver, aller dans des musées ou faire du sport. Hop. Et ça vient aussi principalement, ça tire sa source dans la LRU, loi relative aux libertés et responsabilités des universités, qui ont mis en place, c'est magique, la concurrence entre les universités. On adore la concurrence, on va en mettre partout. Et donc, plutôt que de continuer et de supporter notre service public, on a décidé de mettre en place cette concurrence entre les universités pour qu'elles puissent se différencier. L'objectif en soi de cette concurrence, c'est de diminuer l'allocation de budget pour les universités d'une part, mais également essayer de créer de grands pôles internationaux pour concurrencer les plus grandes universités mondiales et être placés sur les classements, notamment sur les classements QS et de Shanghai, qui sont d'ailleurs très arbitraires. Et le gros problème, justement, lorsqu'on met en place les LRU, c'est que toutes les universités ne partent pas avec les mêmes bases. On crée une concurrence entre des universités qui puissent défendre une offre, défendre une formation, mais lorsqu'on est la Sorbonne, ou lorsqu'on est, j'en parle souvent parce que j'ai été lié un peu à l'université de Clermont-Ferrand, qui d'ailleurs est en déficit actuellement, on n'attire pas de la même manière les étudiants. Et vu qu'on n'attire pas de la même manière les étudiants
qui ont les meilleurs dossiers avec une notité prestigieuse, en fait, c'est l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. À l'inverse, on n'aura pas forcément les meilleurs chercheurs ni les meilleurs retours, donc on n'attirera pas les meilleurs étudiants. Et après, c'est un cercle vicieux qui favorisera les universités, les CPGE et les grandes écoles des grandes métropoles et qui, à terme, pourra tuer l'éducation supérieure au niveau rural et au niveau de proximité pour tous et tous. Encore une fois, ça rejoint en fait notre système d'organisation de notre pays. C'est un système très centralisé qui oublie la formation de terrain et l'enclavement et surtout la proposition de formation pour toutes et tous qui vise à l'émancipation de la jeunesse. Et évidemment, nous, l'INFRS, c'est contre ça qu'on se bat. Notre objectif, c'est que tout le monde puisse se former au même niveau, peu importe la zone géographique, l'origine sociale, l'origine tout court, la nationalité et évidemment le projet d'études.